Bonsoir à tous et à toutes. On est aujourd'hui vendredi 24 avril et le thème c'est « Tu me tiens par la barbichette ». Alors, je crois que maintenant tout le monde se rend compte qu'il y a deux mondes. Il y a le monde des gueux, auquel nous appartenons, et il y a un autre monde, celui des milliardaires, celui des présidents, celui des hautes sphères. Et vous avez pu remarquer que, quel que soit ce qu'on dénonce, et vous avez quand même maintenant des milliers de scientifiques qui dénoncent la fausse opération du Covid, vous avez des milliers de plaintes qui ont été déposées pour crimes contre l'humanité, pour haute trahison, qui n'aboutissent jamais, qui aboutissent dans les tribunaux internationaux, et ça ne va nulle part. Pourquoi? Parce que les présidents des tribunaux internationaux sont leurs amis. Et donc, entre copains, tout s'arrange toujours. Et vous avez pu voir qu'avec, malgré toutes les plaintes, malgré tout ce qui est annoncé clairement, je veux dire, par exemple, tous ces gens qui sont morts rapidement après l'injection, ensuite tous ceux qui souffrent des cancers turbo, on appelle ça. Ça fait beaucoup. Combien de gens vous avez vu en prison? Combien de gens vous avez vu arrêtés? Regardez maintenant l'affaire Epstein. C'est un symbole extraordinaire. Vous avez clairement des gens impliqués dans des affaires de pédocriminalité, de meurtre d'enfants, de cannibalisme, c'est-à-dire tout ce qui est inhumain, tout ce qui ne répond pas à l'humanité normale. Combien d'entre eux ont été emprisonnés? Combien d'entre eux sont poursuivis? Rien ni personne. Regardez un Sarkozy, tout ce qu'il a fait. Et encore, là, ce qui apparaît dans les tribunaux, c'est l'extrême tout petit minimum. Combien de temps il a fait? 15 jours dans une prison, c'est tout. Quand il est condamné à 5 ans ferme. Voilà le système dans lequel on se débat. Et je suis totalement convaincu qu'on ne peut se débattre contre ce système qu'en unissant tous les gueux, c'est-à-dire en unissant toute cette population humaine souhaitant vivre selon des valeurs humaines et qui a toute une planète, toute une richesse, tous les moyens de très bien vivre sur cette planète. Alors, je crois qu'il y a urgence à bouger de tout cela. J'ai lancé ce programme en 2007 ou 2008. On a avancé un peu. On était persuadé encore à cette époque que les droits de l'homme avaient encore une parole, avaient encore une voix, et que les Français avaient de la dignité. Et tout ça est abandonné, tout ça est perdu. Et lorsque, dans les années 2015 à 2020, j'ai offert à l'armée française, aux forces de police et de gendarmerie, un outil qui leur permet en toute légitimité, en toute tranquillité, de procéder à l'arrestation des criminels, ils sont passés outre. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas réagi. Rien. Alors que là, ils ont toute la protection pour le faire. Ça s'appelle un Conseil national de transition. C'est reconnu internationalement. C'est déclaré à l'ONU depuis 2015. Rien. Aucune réaction. Donc, il y a véritablement de quoi s'inquiéter par rapport à cette situation et s'inquiéter sur nous-mêmes. Comment se fait-il qu'on soit si amorphe, si passif et qu'on laisse la crétinerie commencer à diriger notre monde? Car les crétins dirigent notre monde. Les crétins, vous les trouvez à l'Assemblée nationale, vous les trouvez dans le gouvernement, vous les trouvez dans leurs réactions et vous pouvez constater autant par les derniers événements, la guerre en Russie, la guerre en Iran, que les réactions, les décisions, tout ce qui est pris, c'est vraiment l'affaire de crétins. Et ça, je crois que c'est un gros problème, c'est que nous-mêmes, on commence à le devenir crétins. Toutes les récentes études qui ont été faites sur les niveaux d'intelligence montrent une baisse effroyable, énorme. Les gens baissent complètement leur niveau intellectuel. Et moi, je suis totalement persuadé que c'est en remontant notre niveau intellectuel qu'on pourra combattre cette situation si on ne veut pas tous finir crétins. Donc,
On a mis un programme en place pour cela. On a créé l'IHC, Intelligence humaine collective, et on a découvert le moyen d'établir une vraie démocratie. Quelque chose qui n'a jamais existé sur Terre. Il y a toujours eu un dirigeant. Et on le voit aujourd'hui parmi tous les crétins, plein sont là à attendre un sauveur. Alors vous en avez qui vous disent c'est Poutine qui va sauver le monde, c'est Trump qui est en train de sauver le monde. Bon, vous pouvez y croire. Moi, je crois en l'humanité. Et je crois que l'humanité, elle est humaine parce qu'elle parle, parce qu'elle pense, parce qu'elle peut s'exprimer. Et grâce à cette humanité et à ce programme d'intelligence humaine collective qui est naturellement le système de la démosophie, je crois que grâce à cela, on peut complètement libérer notre pays pour commencer et offrir une liberté à tous les peuples du monde qui la souhaitent. Et ils sont très nombreux. La plupart des peuples du monde en ont marre d'avoir les dirigeants milliardaires qui les dirigent et qui les dirigent toujours en réduisant leur qualité de vie pour eux augmenter la leur. Donc, on va peut-être arriver un jour à changer tout cela. Ça dépend de nous. Et en étant conscient, je vous propose en tout premier lieu d'assister au résultat de la crétinerie. Car c'est mesuré. Il y a des gens qui savent exploiter les crétins. On le voit particulièrement dans les techniques de formation de la franc-maçonnerie, où ils choisissent systématiquement les plus crétins et ils les font monter au haut du gouvernement, en haut dans les assemblées, en haut des institutions, et vous trouvez exclusivement ces gens-là. En plus de cela, ils les mettent dans des réseaux dans lesquels ils se tiennent tous par la barbichette. Tu réclames des armes. On va se cotiser, je t'envoie 3 milliards d'armes. Bon, mais tu n'oublies pas 10% qu'il faut me ramener. Donc, trouve le moyen, tu me ramènes ça en billets en espèces, en lingots d'or, ce que tu veux, mais il faut ma commission. Bon, vous ne voyez jamais rien. Et vous ne verrez jamais rien. Parce que c'est parfaitement monté, ils sont rodés au système des échanges à travers les sociétés offshore, ils sont complètement rodés à tout cela. Et leur système fonctionne parfaitement. L'autre en échange, ah oui, mais tu sais, on a fait une petite soirée chemsex avec des petits garçons et tout ça, tout le monde s'est bien amusé, mais moi, je préfère les petites filles. Bon, bah, pas de problème, tu appelles machin, tel numéro, tu lui commandes des chocolats à la vanille, euh, ils savent ce que ça veut dire, et puis voilà, tu auras les petites filles que tu veux pour ta prochaine soirée. Mais en même temps, chacun a la possibilité de faire du chantage sur l'autre. L'un peut dénoncer les magouilles de l'autre et l'autre peut dénoncer les crimes commis par l'autre et ainsi de suite. Et ils se tiennent tous comme ça. En France, c'est marginal, c'est monstrueux. Les réseaux viennent du gouvernement. Et c'est clairement dit, avoué par de nombreux experts, par de nombreux sociologues qui ont étudié ces sujets, par de nombreux psychologues, psychiatres, par parfois même certains qui ne sont pas encore entrés dans ces réseaux ou qui sont encore intègres. On peut être crétin et intègre, et ça arrive des fois, il y en a certains dans l'Assemblée, mais ils sont excessivement rares, ceux-là. Et c'est seulement parce qu'on n'a pas encore réussi à les corrompre. Mais ça viendra, parce que la République, c'est le système de corruption totale. Et ce système de corruption totale, grâce aux drogues, aux soirées sexes et à la société complète qui tend à les emmener dans cette voie, ça fonctionne parfaitement. Et donc, ils se tiennent tous par la barbichette, ils se tiennent tous avec la possibilité de se faire chanter, de se menacer et en même temps de se remplir les poches. Et on est en train de détruire notre société avec ces gens-là. Alors, j'ai prévu pour ce soir, comme je n'ai pas envie de parler pendant des heures pour rien, je vais seulement vous dire qu'actuellement, il y a plein de gens qui pensent pouvoir se présenter aux élections. Donc, vous allez avoir un nombre record de prétendants qui vont courir après les mairies pour essayer d'obtenir leur petite signature. Et moi, je suis totalement opposé à ce système. Je me suis présenté en 2022 pour faire un test, en même temps pour me rendre compte. On a eu quelques signatures, mais bon, ça ne sert à rien. Et en même temps, on a vu aussi les techniques qu'ils emploient depuis le gouvernement.
pour bloquer les candidatures. Donc ma candidature a été bloquée par le Conseil constitutionnel qui n'a pas voulu me faire figurer, sauf 15 jours avant la fermeture, donc au tout dernier moment, pour ne pas me laisser le temps d'avoir les signatures. On voit toutes les astuces qui sont faites, y compris les grands patrons de la franc-maçonnerie qui ont donné des ordres sur des territoires entiers où tous les maires avaient reçu l'ordre de ne pas me donner leur signature. Donc, on est vraiment dans un système totalement fermé. Si on veut l'ouvrir, il faut procéder à l'arrestation de tous ces gens. Pour procéder à l'arrestation de tous ces gens, on a fourni les outils juridiques valides, légaux, qui permettent à l'armée, à la police, à la gendarmerie d'intervenir. Seulement, la difficulté, c'est que là aussi, ils ont pris le contrôle de toutes les institutions. Et donc, si vous montez en haut de la gendarmerie, de la police ou de l'armée, vous trouverez leurs copains qu'ils ont placés là, que des francs-maçons de haut niveau. Et même chose également dans la justice, dont ils se servent aussi pour faire taire les gens, pour les menacer, etc. Donc, on est vraiment dans un système très dur. Alors, j'ai trouvé une petite vidéo qui est très sympa, que je vous invite à regarder attentivement. Elle est vraiment une parfaite description de la réalité. Et que la masse reconnaît comme semblable. Mais réfléchissez. Si l'intelligence menace les structures de pouvoir et que l'ignorance les renforce, l'incompétence au pouvoir n'est pas un défaut systémique, c'est une fonctionnalité essentielle. Observez n'importe quelle structure de domination fonctionnelle et vous trouverez toujours le même schéma. Des figures apparemment puissantes qui sont en réalité les éléments les plus remplaçables de tout l'engrenage. L'idiot au sommet sert de paratonnerre institutionnel, absorbant les critiques qui devraient être dirigées vers l'architecture du pouvoir elle-même. Cette dynamique opère à travers 3 mécanismes précis. Premièrement, la prévisibilité comportementale absolue. L'idiot réagit aux stimuli comme un animal de laboratoire bien conditionné. Menacez son ego et il deviendra défensif. Offrez-lui de la flatterie et il deviendra malléable. Présentez-lui des informations filtrées et il les répétera comme des vérités découvertes par lui-même. Cette prévisibilité permet au groupe d'intérêt de calculer avec une précision mathématique quels inputs produiront quels outputs politiques. Deuxièmement, alors tout ça, c'est parfaitement expliqué dans la circulaire que le Club Bilderberg fait parvenir à tous ses membres. Circulaire qui est affichée sur Internet, que vous pouvez trouver en allant chercher simplement « Guerre tranquille pour des armes silencieuses » ou « Armes tranquilles pour des guerres silencieuses », je ne me rappelle plus. Mais donc, voilà, c'est une circulaire du Club Bilderberg qui a été récupérée par quelqu'un, qui a été diffusée, je crois essentiellement grâce à Jim Tucker. Jim Tucker suivait le Club Bilderberg et avait réussi à avoir un contact parmi eux. Et c'est comme ça qu'il a pu avoir beaucoup d'informations et qu'on savait que le Club Bilderberg sélectionne tous les dirigeants de tous les pays. Capacité de prendre des décisions impopulaires sans comprendre leurs implications. Un leader intelligent hésiterait avant de signer une loi qui nuit à des millions de personnes, parce qu'il comprendrait les conséquences et porterait le poids moral de cette compréhension. Alors, porter le poids moral d'avoir compris qu'en réduisant les retraites, qu'en réduisant les niveaux de vie des Français, ils le savaient très bien. Simplement, ils n'y pensent pas parce que tout simplement, ils s'en foutent. Ils se foutent complètement des gueux, ça ne les intéresse pas. Ils peuvent crever et on peut tous crever. Regardez l'opération Covid, ils n'ont eu aucune limite jusqu'à vacciner des femmes enceintes, jusqu'à vacciner des enfants qu'ils ont condamnés. C'est du meurtre avec une seringue hypodermique et par des mains étrangères, parmi lesquelles beaucoup de médecins ont malheureusement servi à tuer tous ces gens, mais en même temps, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux s'en mordent les doigts. Quelques-uns s'en foutent complètement parce qu'ils sont dans la ligne. Tout ce qui les intéressait, c'est l'argent qu'on peut se faire avec la mort des autres. Et ils n'ont pas hésité. L'idiot signe n'importe quoi qui est présenté avec le récit correct, parce que son esprit ne peut pas traiter les ramifications complexes de ses actions. Il peut dormir tranquillement après avoir décrété la misère de masse, parce qu'il ne comprend pas réellement ce qu'il a fait. Troisièmement, et plus crucialement, la fonction de bouc émissaire jetable.
Lorsque les politiques échouent inévitablement, la faute retombe entièrement sur l'idiot visible, jamais sur les architectes invisibles qui ont conçu ces politiques. Alors, il faut bien se dire que tous les schémas qui ont été mis en place pour le Covid, toutes les opérations menées par le cabinet Kinsey, je crois il s'appelle, et d'autres cabinets américains, tout cela était un programme mondial. C'est passé sur tous les réseaux sociaux du monde entier, sur YouTube, sur toutes les grandes plateformes. Et donc, tout ça était lié au départ à ceux qui voulaient ce programme, qui ont un programme que je dévoile depuis très longtemps, qui s'appelle le nouvel ordre mondial, et ça consiste à réduire la population humaine à plus de 90%. Et ils ont déjà fait plusieurs tentatives, plusieurs essais. Ils avaient déjà essayé en 2008 avec la grippe H1N1, ils avaient essayé 40 ans plus tôt avec le sida, et pour l'instant, ils n'ont pas tous les résultats qu'ils souhaitent. Le nombre de morts du Covid est encore léger, même s'il y en a encore beaucoup à venir. Et ça, c'est quelque chose de dramatique parce qu'on le voit aujourd'hui, l'explosion littéralement des cancers chez les jeunes enfants. Et ça, c'est monstrueux. La population dirige sa colère vers le visage qu'elle voit à la télévision, pas vers les salles où les décisions réelles sont prises. Et donc, en dehors des décisions qui sont prises, vous avez la colère des Français qui s'est dirigée sur des Véran, des Buzyn, sur les mecs qu'on leur met en face. C'est le principe même du gouvernement de la République, c'est de mettre un président qui est responsable de rien, coupable de rien, et derrière de mettre des ministres. Et donc, pour chaque chose qu'on peut faire, après, la colère va être dirigée sur le ministre en question. Et ça rassure les gens de se dire c'est le ministre de la Santé. Et on voit toutes les attaques qu'il y a eu contre ces ministres de la Santé, mais qui sont juste les crétins utilisés, pas plus que ça. L'idiot absorbe la haine populaire comme une éponge absorbe l'eau, protégeant les véritables opérateurs du système de toute remise en question sérieuse. Le résultat est un mécanisme de contrôle parfait, une influence maximale sur les décisions, une responsabilité minimale pour les conséquences et un fusible humain qui peut être brûlé et remplacé chaque fois que la pression sociale devient gênante. Machiavel a observé qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, mais il n'a pas prévu une troisième option encore plus efficace. Il vaut mieux être invisible que l'une ou l'autre de ces deux choses. Vous voyez que lui aussi s'en réfère à Machiavel, qui a relancé la République et qui s'en sert pour cela. Là, dans cette vidéo, il ne rentre pas dans les détails, mais moi, je l'ai fait dans d'autres vidéos que vous pouvez voir en ligne. Le système crée une classe dirigeante composée de personnes qui croient sincèrement être aux commandes, alors qu'en réalité, elles sont les seules sans pouvoir réel dans la structure qu'elles sont censées diriger. Elles deviennent des prisonniers dorés de leur propre ignorance, exécutant fidèlement la volonté de force qu'elles ne parviennent même pas à identifier. La sélection systématique de la médiocrité pour des postes d'autorité n'est pas le produit d'une démocratie dégénérée, c'est le fonctionnement naturel de toute oligarchie sophistiquée. En fait, c'est le fonctionnement naturel de la démocratie républicaine, du principe de république qui a été mis en place par Machiavel et qui fonctionne selon ses règles permanentes. Et donc, c'est une institution. Une élite intelligente ne permettra jamais à des personnes réellement capables d'occuper des postes où elles pourraient remettre en question l'ordre établi. Comme Nietzsche l'a averti, ceux qui savent qu'ils sont profonds s'efforcent d'être clairs. Ceux qui aimeraient paraître profonds à la foule s'efforcent d'être obscurs. La différence entre un leader authentique et un idiot fonctionnel ne réside pas seulement dans la capacité intellectuelle, mais dans la relation avec le pouvoir lui-même. Un vrai leader voit le pouvoir comme une responsabilité et cherche à l'utiliser pour transformer les systèmes qu'il considère injustes ou inefficaces. L'idiot voit le pouvoir comme une récompense personnelle et cherche à l'utiliser pour valider sa propre importance. Cette différence fondamentale rend l'un dangereux et l'autre utile pour ceux qui commandent réellement. Les personnes intelligentes en position de leadership représentent de multiples menaces pour une élite établie. Elles peuvent identifier des contradictions dans le récit officiel, connecter des points qui devraient rester séparés et développer des alternatives aussi. Voilà pourquoi, au lieu de continuer dans ce régime de république où un président va choisir les copains qu'il met en place, si on remplace tout ça par des commissions de gens professionnels, de gens qui sont justement
décidés et choisis pour leur intelligence, leur réussite, leurs compétences, leur mérite, alors on va se retrouver avec des commissions à chaque fois de 15 à 20 personnes qui sont dans des branches complètement différentes. Là, on a commencé à établir la première commission de santé. Si vous examinez les personnes qui sont dedans, vous n'avez pas que des médecins. Alors, bien sûr, il y a des acupuncteurs, il y a des homéopathes, il y a des médecins traditionnels, mais il y a aussi des responsables de laboratoires qui ont travaillé dans les hauts postes des laboratoires. Il y a aussi des scientifiques en biochimie, en biologie. Vous avez plusieurs sortes de profils. Et donc, quand tous ces gens sont ensemble, là, c'est plus du tout pareil. Là, c'est une volonté de chercher le bien. Et si en plus, c'est vous qui les avez choisis, vous avez choisi des gens qui ont prouvé par leur carrière et leur mode de vie que ce sont des gens allant vers l'empathie, allant vers l'humanisme. Et donc, si vous avez un groupe de 20 personnes qui sont 20 humanistes, ils cherchent tous la bonne solution. Et même un médecin aujourd'hui traditionnel et qui ne connaît rien d'autre que les produits des laboratoires, il sera content d'être en rapport avec des gens qui travaillent autrement et qui connaissent autrement la médecine. Et ils seront tous heureux d'échanger et de découvrir toutes les capacités des autres. Systèmes existants. Pire encore, elles peuvent inspirer les autres à penser de manière indépendante, créant ce que toute oligarchie craint le plus, une population éduquée et politiquement consciente. L'idiot offre l'opposé exact de ces menaces. Son esprit fonctionne en compartiments étanches, incapable de synthétiser des informations de différents domaines pour former une vision systémique. Il peut être spécialiste en rhétorique politique sans comprendre l'économie, ou connaître les protocoles diplomatiques sans comprendre la géopolitique. Cette fragmentation cognitive le rend parfait pour mettre en œuvre des politiques dont il ne peut pas prévoir les conséquences plus larges. Alors ça va être notre prochain sujet. Là, on termine avec le sujet de la justice, mais on n'a pas encore tous les noms qui pourront être éventuellement invités à participer à cette gouvernance. Mais en revanche, tout de suite après, on va s'occuper de tous ceux qui ont ces capacités philosophiques de comment gérer une société, qui sachent tenir compte de tous les aspects. C'est pour ça que dedans, il y aura des gens très différents. Il y aura des psychiatres, il y aura des sociologues, des psychologues, il y aura des journalistes, des reporters, des gens qui ont déjà démontré leur qualité, qui sont choqués par ce qui se passe et par le peu de réactions, mais qui sont avec nous. Car le CNT est créé quand même depuis, en fait, le mouvement, je l'ai lancé en 2007 ou 2008, surtout à l'étranger, mais peu à peu, de plus en plus de gens se sont groupés. On s'est réunis avec une réunion internationale en 2011 où on a déterminé que tout devait partir de la France. Et c'est pour ça que je suis venu en France et qu'on a commencé à développer le CNT. Et ce Conseil national de transition qui est déclaré depuis 2015 nous a permis en seulement 3 ans d'avoir plus de 100 000 adhérents. C'est-à-dire qu'on était le plus gros groupe de ce qu'on appelle la dissidence maintenant. On était le plus important de tous les groupes de dissidence. Et ils ont réussi à y mettre fin en m'arrêtant, en transmettant tout mon travail et toutes les études et toutes les listes d'adhérents, etc. Ils ont tout transmis à la police, à la DGSI, qui a placé à la tête du CNT parce qu'ils ont voulu le maintenir avec 2-3 qui m'avaient trahi facilement, qui n'avaient pas hésité et qui se sont rangés sous la coupe d'un colonel de la DGSI. Et donc le site qui s'appelle maintenant CNT-CH, c'est un site qui appartient à la DGSI et qui est contrôlé donc par la police de Macron, la police politique. Donc, il procède de la même manière avec d'autres sites qui défendent également les idées de la démosophie, mais qui en détournent les mots pour se faire passer pour les auteurs, pour les créateurs. Mais ils sont déjà en retard parce que la plupart des commissions nous ont déjà rejoints. Et on est en train de reprendre toute cette dimension qu'on avait auparavant et on est en train de la reprendre à vitesse grand V. La plupart des commissions qu'on avait commencé à préparer sous forme de présentation, c'est-à-dire sans véritablement le préparer comme une véritable gouvernance, on l'a testé, ça a fonctionné parfaitement et ça a commencé à préparer une multitude de commissions dans toute la France.
qui peu à peu, une après l'autre, commencent à redécouvrir que je suis à nouveau là, malgré 6 ans d'exclusion judiciaire auxquels ils m'ont condamné. Il n'empêche que j'ai le droit maintenant de faire des vidéos, de pouvoir exprimer mes idées et d'inviter les gens donc à venir nous rejoindre s'ils pensent qu'on est prêt à lancer ce principe de démosophie, parce que la démosophie, c'est le peuple lui-même qui se gouverne. Il n'y aura plus de milliardaires, il n'y aura plus de la corruption de la République, tout ça va disparaître en très peu de temps, en un rien de temps, car il me faut en tout et pour tout 3 mois et pas plus que cela. Alors, bien sûr, il y en a pas mal qui reprennent mes idées, mais qui essayent de les allonger, parce qu'ils aimeraient bien le pouvoir pour eux, ils aimeraient bien être devant la scène, ils aimeraient bien être ceux qui s'en mettent plein les poches. Donc, il y en a même qui voudraient instaurer un système ressemblant. Ceux-là, ils vous disent, oui, je veux prendre le pouvoir pour le donner au peuple. Bon, c'est très gentil. On garde la République pour ça. Donc, voilà, ces gens-là, malheureusement, existent et sont totalement négatifs pour les gens sincères, pour les gens authentiques. Plus importante encore, l'idiot développe une dépendance psychologique vis-à-vis des conseillers qui pallient ses déficiences intellectuelles. Il croit sincèrement que ces personnes travaillent pour lui, alors qu'en réalité, il fonctionne comme un intermédiaire entre eux et le pouvoir exécutif. Cette dépendance le rend contrôlable grâce à un simple mécanisme, le contrôle sur qui a accès à son oreille. L'élite a découvert qu'il est beaucoup plus efficace de placer un idiot sur scène et de contrôler ses conseillers que d'essayer de contrôler directement une personne intelligente. Un esprit capable conserve toujours une autonomie de jugement, même lorsqu'il est soumis à d'énormes pressions. Un esprit limité peut être programmé comme un ordinateur, à condition que la programmation soit présentée par les canaux corrects et avec le récit approprié. Ce système permet à l'élite de maintenir un contrôle total, tout en offrant à la population l'illusion d'une participation démocratique. Le peuple croit avoir choisi son leader, alors qu'en réalité, il a seulement choisi quel visage représentera des décisions qui ont été prises ailleurs, par d'autres personnes, suivant des critères qui n'ont jamais été soumis à l'examen public. L'ascension de l'idiot au pouvoir ne serait pas possible sans la complicité active de la population qu'il est censé représenter. Cette complicité ne découle pas de la manipulation externe, mais d'une résonance psychologique profonde entre la médiocrité au pouvoir et la médiocrité à la base sociale. La masse n'est pas victime de l'idiot, elle est sa complice et, en fin de compte, sa créatrice. Le phénomène opère à travers ce que les psychologues sociaux appellent l'identification projective collective. La personne ordinaire regarde l'idiot au pouvoir et éprouve un soulagement psychologique profond. Si quelqu'un d'aussi limité que moi a réussi à aller aussi loin, alors mes propres limitations ne sont pas des obstacles insurmontables. Ce fantasme d'ascension sociale à travers la médiocrité est plus séduisant que 1000 promesses de programmes sociaux. Il existe également le mécanisme de la validation par procuration. Lorsque l'idiot au pouvoir exprime des opinions simplistes sur des questions complexes, il offre à la population la permission psychologique de faire de même. Chaque déclaration ignorante du leader normalise l'ignorance chez les suiveurs. Chaque décision prise sans analyse approfondie légitime l'impulsion populaire d'avoir des opinions fortes sur des sujets qui n'ont pas été étudiés. L'idiot. Voilà pourquoi les principaux dirigeants des institutions ou les ministres sont souvent des idiots, mais qui savent parler. Et donc, ce qu'ils étudient le plus, c'est la rhétorique, c'est l'art de parler et rien d'autre. Et comme ce sont des idiots, par contre, effectivement, tous les programmes qu'ils lancent échouent. Et aujourd'hui, on peut parler de la sécurité sociale, on peut parler des voitures électriques, on peut parler du changement climatique, etc. Tout est mensonge. Et des mensonges que eux savent défendre uniquement avec la rhétorique. Ils savent parler. Fonctionne comme un miroir déformant qui renvoie à la population une version amplifiée et légitimée de ses propres limitations intellectuelles. Cela crée un cycle de rétroaction positive où la stupidité se renforce mutuellement. La masse se sent représentée par l'idiot, et l'idiot se sent validé par l'approbation de la masse. Tous deux confirment l'un à l'autre que la complexité est inutile, que l'analyse est de l'élitisme, et que l'intuition émotionnelle est supérieure à la pensée critique. Ce processus
et facilité par la culture de l'anti-intellectualisme militant qui se développe autour de l'idiot. Quiconque démontre des connaissances spécialisées ou une capacité d'analyse sophistiquée est automatiquement suspecté d'être faux, calculateur ou déconnecté du peuple réel. La population développe une allergie cognitive à la compétence, parce que la compétence d'autrui met en évidence sa propre inadéquation. L'aspect le plus pervers est la façon dont cette dynamique transforme la critique légitime en carburant pour le phénomène même qui est critiqué. Plus les experts soulignent l'incompétence de l'idiot, plus il est perçu comme victime d'une conspiration des élites intellectuelles. L'expertise devient une preuve de mauvaise foi, et l'ignorance devient une preuve d'authenticité. La masse ne veut pas être gouvernée par quelqu'un de meilleur qu'elle-même, elle veut être gouvernée par quelqu'un qui la fasse se sentir mieux dans sa peau. L'idiot au pouvoir offre exactement cela. L'illusion que la médiocrité est une vertu démocratique, que l'ignorance est une forme de pureté morale, et que l'effort intellectuel est une forme de trahison aux origines populaires. L'alchimie la plus raffinée du XXIe siècle ne se produit pas dans les laboratoires, mais dans les studios de télévision et les rédactions de journaux. Là, l'incompétence est systématiquement transmutée en charisme, l'ignorance en authenticité et la limitation intellectuelle en proximité populaire. Cette transformation n'est pas le produit de journalistes mal intentionnés, mais d'une industrie qui a découvert que la stupidité se vend mieux que l'intelligence. Le processus commence par la redéfinition sémantique systématique. Le vocabulaire utilisé pour décrire l'idiot n'inclut jamais des mots comme stupide, incompétent ou limité. Au lieu de cela, il est direct, sans détour, authentique. Son incapacité à articuler des idées complexes devient un langage que le peuple comprend. Son ignorance des questions techniques devient l'accent mis sur ce qui compte vraiment. Chaque déficience cognitive est soigneusement reconditionnée comme une vertu démocratique. Les médias utilisent des techniques psychologiques sophistiquées pour normaliser la présence de l'idiot sur la scène publique. L'effet de simple exposition garantit que plus nous le voyons, plus il devient familier et acceptable. Ces apparitions n'ont pas besoin de démontrer sa compétence, elles doivent simplement cultiver la familiarité. Ces erreurs sont présentées comme des moments humains, ces confusions comme une spontanéité rafraîchissante, ces limitations comme une humilité authentique. L'astuce la plus efficace est la construction de fausses dichotomies. Les médias ne présentent que deux options au public: l'idiot authentique versus les politiciens froids et calculateurs. Cette construction artificielle élimine complètement la possibilité d'un troisième type, des leaders qui soient à la fois compétents et réellement connectés aux besoins populaires. En encadrant le choix comme humanité versus compétence, l'incompétence acquiert automatiquement une supériorité morale. Plus pervers encore est la façon dont les médias transforment les critiques même de l'idiot en preuve de sa légitimité. Chaque analyse technique de ces échecs est encadrée comme une persécution des élites. Plus les experts démontrent son incompétence, plus il est dépeint comme David affrontant le Goliath de l'establishment intellectuel. La critique substantielle devient une preuve de conspiration et l'expertise devient une preuve de mauvaise foi. Ce processus crée un champ de force autour de l'idiot où toute remise en question sérieuse de ses capacités est automatiquement disqualifiée comme préjugé de classe. Arrogance intellectuelle. Voilà pourquoi ils ont tellement besoin sans arrêt de trouver les intellectuels dans les sciences les plus nuls, les plus dociles, et ceux-là, ils les font monter au plus haut avec les salaires, avec les promesses, quand ils ne les font pas chanter autrement, et ceux-là, ensuite, viennent sur les plateaux télé. Donc, il leur faut absolument contrôler les télés, car c'est la télévision qui reste le maître numéro un. Expliquez-moi, depuis 20 ans, pourquoi Internet n'est toujours pas sur la télévision? Pourquoi les gens ne peuvent pas librement passer d'une chaîne de télé à Internet? Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore totalement disponible? Pourquoi est-ce que la puissance de certains réseaux de journalistes qui font un vrai travail sur Internet, pourquoi ça n'apparaît pas à la télévision? Pourquoi ce n'est pas acceptable? Voilà, on est en plein dedans. Ou déconnexion avec la réalité du peuple. Les médias n'ont pas besoin de défendre directement sa compétence. Ils doivent simplement rendre socialement inacceptable de la remettre en question de manière systématique. Le résultat est une population conditionnée à interpréter l'incompétence comme une vertu.
l'ignorance comme de l'honnêteté et la limitation intellectuelle comme une proximité démocratique. Les médias ne se contentent pas de rendre compte du phénomène de l'idiot au pouvoir. Ils le créent, le soutiennent et le protègent grâce à un système de signification qui rend sa critique rationnelle pratiquement impossible dans le discours public dominant. Dietrich Bonhoeffer, observant la mécanique des régimes autoritaires, a écrit que « contre la stupidité, nous n'avons aucune défense ». Il avait raison. Mais pour des raisons qu'il n'avait probablement pas anticipées, la stupidité est devenue l'outil de contrôle le plus efficace jamais développé, précisément parce qu'elle est immunisée contre la réfutation rationnelle. Pour ceux qui opèrent les véritables mécanismes du pouvoir, un idiot aux commandes ne représente pas un problème à résoudre, il représente la solution parfaite au problème du contrôle social. L'intelligence authentique possède des caractéristiques qui la rendent fondamentalement incontrôlable. Un esprit réellement capable peut analyser des informations provenant de sources multiples, identifier les incohérences entre le discours et l'action et développer des conclusions indépendantes qui peuvent contredire le récit officiel. Plus important encore, l'intelligence est naturellement sceptique. Elle remet en question les hypothèses, examine les motivations cachées et recherche des preuves avant d'accepter des explications convenables. L'idiot offre l'opposé exact de ces caractéristiques problématiques. Son esprit fonctionne par compartimentation rigide, acceptant des informations contradictoires sans percevoir la contradiction. Il peut simultanément défendre la liberté et soutenir des politiques autoritaires, prêcher la transparence tout en pratiquant l'opacité, ou clamer la moralité tout en agissant de manière corrompue. Cette fragmentation cognitive le rend imperméable à la dissonance cognitive qui paralyserait un esprit plus intégré. La prévisibilité de l'idiot permet à ses contrôleurs de calculer avec une précision quasi mathématique quels stimuli produiront quelle réponse. Menacer son ego, et il deviendra défensif et impulsif. Flatter son importance, et il deviendra malléable et coopératif. Présenter des informations par le biais de ses conseillers préférés, et il les répétera comme des idées personnelles. C'est un système d'entrée-sortie aussi fiable que n'importe quelle machine. Plus crucialement, l'idiot possède un besoin psychologique profond de validation externe qui le rend vulnérable à la manipulation par le biais de récompenses sociales simples. Il ne cherche pas le pouvoir. On dirait là qu'il fait une parfaite description de Macron. C'est le symbole même de la bêtise menée et manipulée par ceux qui sont au-dessus, et c'est très clairement exprimé ici. Pour mettre en œuvre une vision politique cohérente, mais pour satisfaire des carences émotionnelles fondamentales. Reconnaissance, admiration, sentiment d'importance. Ces besoins peuvent être satisfaits par le biais de mises en scène soigneusement orchestrées qui ne coûtent rien aux véritables détenteurs du pouvoir. L'effet domino est tout aussi important. L'idiot au sommet attire d'autres idiots à des postes clés, car les personnes compétentes le font se sentir inadéquat et menacé. Cela crée une pyramide d'incompétence, où chaque niveau est composé de personnes légèrement moins capables que le niveau supérieur, garantissant que les décisions importantes soient toujours prises par ceux qui comprennent le moins leurs implications. Cette structure permet un contrôle total avec une responsabilité zéro. Lorsque les politiques échouent inévitablement, la faute incombe aux exécutants idiots, à chaque niveau de la hiérarchie, jamais aux véritables architectes des décisions. C'est le système parfait de domination par le biais de mandataires jetables qui absorbent à la fois le travail et la culpabilité, laissant les véritables opérateurs libres de continuer leur manipulation sans interférence. L'aspect le plus sinistre du système n'est pas son efficacité actuelle, mais sa capacité à se reproduire et à s'amplifier à travers les générations. L'idiot au pouvoir n'est pas seulement le produit d'une structure corrompue. Il devient le créateur actif de conditions qui garantissent que les générations futures d'idiots occuperont les mêmes positions. C'est un mécanisme de rétroaction qui transforme les défauts temporaires en caractéristiques permanentes de la civilisation. Et ça, vous le constatez avec les techniques de formation de la franc-maçonnerie, où ceux qui sont au plus haut trouvent les postes pour ceux en dessous, et il faut toujours placer quelqu'un à un niveau au-dessus de sa compétence. De cette façon, on est sûr d'avoir des gens qui sont parfaitement dociles, qui vont obéir strictement
et on pourra toujours rejeter la faute ensuite sur eux après. Il suffira de les muter de place. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait les placards. Les placards, ça sert que le mec, il a échoué comme ministre à tel poste, on va le mettre président d'une des sociétés, etc. Ça, c'est les placards, les retraites dorées. Et on place des incapables, des nuls, des crapules, et on les met président de sociétés des autoroutes, on les met président de toutes sortes de sociétés comme ça qui savent qu'à cela, un gros salaire, et ils sont à l'écart, ils sont à l'abri, et ils ont le salaire pour toute la vie. Et quand vous voyez des petits jeunes comme Attal, Bardella ou autres qui se présentent avec le rêve d'avoir une carrière politique, c'est-à-dire de jamais travailler de leur vie et d'avoir beaucoup d'argent qui tombe, on est complètement en plein dedans et ceux-là sont les crétins parfaits qui vont être utilisés par ceux qui sont au-dessus. Et on va les retrouver, ils ne vont pas lâcher la politique d'ici demain. Hein. Le processus opère à travers la dégradation systématique de l'éducation et de la pensée critique. L'idiot, fonctionnant à travers ses propres limitations, met en œuvre des politiques éducatives qui produisent des versions plus petites et plus obéissantes de lui-même. Non pas par malice calculée, mais parce que son propre paradigme mental devient automatiquement le modèle de ce qu'il considère comme une éducation adéquate. Il promeut ce qu'il reconnaît, et il ne reconnaît que ce qui ne défie pas sa propre médiocrité. Cette dégradation éducative ne se produit pas par des coupes dramatiques ou des réformes manifestement destructrices. Elle se produit par des changements subtils qui mettent l'accent sur la conformité plutôt que sur le questionnement, la mémorisation plutôt que l'analyse, et l'obéissance plutôt que la pensée indépendante. Le programme est progressivement simplifié, les enseignants sont conditionnés à éviter les controverses, et les étudiants sont récompensés pour avoir répété des informations au lieu de les synthétiser de manière critique. Le résultat est une population de moins en moins capable de distinguer entre compétences réelles et performances théâtrales, entre substance et propagande, entre preuves et récits. Les nouvelles générations grandissent dans un environnement où la complexité est perçue comme suspecte, où l'expertise est traitée comme de l'élitisme et où la simplicité mentale est confondue avec la pureté morale. Le cycle s'amplifie à travers la sélection inverse dans toutes les institutions sociales. Les universités commencent à valoriser l'idéologie politique plutôt que la rigueur intellectuelle. Les entreprises promeuvent des gestionnaires qui ne font pas de vagues plutôt que des innovateurs qui produisent des résultats inconfortables. Les médias récompensent les journalistes qui répètent des récits approuvés plutôt que les enquêteurs qui découvrent des vérités inconvenantes. Chaque génération d'idiots au pouvoir produit des politiques qui rendent plus difficile pour la prochaine génération de développer les capacités nécessaires pour reconnaître et résister à la manipulation. Ils coupent le financement de la recherche indépendante, simplifient les débats publics jusqu'au niveau de slogans et créent des systèmes de récompense qui favorisent la médiocrité obéissante plutôt que l'excellence questionnante. L'aspect le plus terrible est que ce processus devient auto-justifiable. Plus la population devient incapable de pensée critique, plus elle valide le choix de leaders également limités. La stupidité collective et la stupidité au pouvoir se légitiment mutuellement, créant un système fermé où l'incompétence devient non seulement normale, mais culturellement souhaitable. Le résultat final est une société où l'idée même de leadership compétent devient psychologiquement inacceptable pour la population, où toute personne qui démontre une réelle capacité d'analyse et de synthèse est automatiquement suspectée d'être fausse, manipulatrice ou déconnectée de la réalité populaire. L'idiot devient non seulement inévitable, mais le seul type de leader qu'une civilisation dégradée parvient à reconnaître comme légitime. C'est l'ingénierie sociale ultime, un système qui se perpétue à travers la dégradation systématique de la propre capacité humaine à reconnaître et à résister à sa propre dégradation. Ce n'est pas seulement un cycle, c'est une spirale descendante qui s'accélère à chaque rotation. Avant de nous quitter, pouvez-vous identifier combien d'idiots fonctionnels occupent des positions d'autorité dans votre propre vie, depuis les chefs immédiats jusqu'aux figures publiques qui influencent votre quotidien? Si ce message a touché votre cœur, tapez dans les commentaires. Je me suis réveillé au... Voilà, je voulais que tout le monde voit cette vidéo parce que je trouve que l'explication est assez bonne et en même temps, ça conforte toutes ces idées que j'ai exprimées sur la franc-maçonnerie,
sur les raisons pour lesquelles la franc-maçonnerie place au plus haut niveau les gens les plus bêtes, et que c'est ce système qui est général. Quand on parle de tous ceux qui manipulent derrière, il faut aller chercher les cabinets américains qui dirigent la politique française. Quand on voit que le Covid-19 a été manipulé, monté, géré par les cabinets américains exclusivement. Donc, tout ça indique le parfait fonctionnement de ce qui est décrit dans cette vidéo. Et aujourd'hui, tout le monde est là entre l'Iran et les États-Unis, Israël, entre la Russie et l'Ukraine. Mais combien de gens ont été cherchés derrière? Combien de gens font le calcul de la dépense, du coût général, de ce que ça va coûter à toutes les populations à partir simplement des actes de guerre, c'est-à-dire la production des armes, la vente des armes, tout le marché financier qui est derrière. Et combien parmi tous ces gens qui regardent tout ça se sont posé la question qui finance derrière et à qui ça rapporte de l'argent? Vous avez deux groupes qui sont essentiellement en guerre entre eux. Vous avez la noblesse noire d'un côté et vous avez ce qu'on appelle la noblesse dorée qui vient d'arriver, qui est constituée essentiellement des familles Warburg, Morgan, Rockefeller, Rothschild et autres. Et vous avez de l'autre côté la noblesse noire qui, elle, était basée sur le christianisme, qui s'est développée à Venise, qui a développé la City à Londres et qui continue d'être en guerre contre l'autre noblesse. Donc, aller chercher derrière. Et aller chercher derrière, c'est voir à qui rapporte tout cela. Ce qui rapporte à qui. On est dans un monde très complexe. Il faut admettre que ce monde est très complexe, que la notion même de république est complètement ridicule. Mettre un mec, et en plus un petit jeune, comme président pour gérer toutes les affaires tellement complexes dans tous les domaines, recréer un système éducatif correct pour nos enfants, recréer une enfance heureuse déjà pour nos enfants, comprendre les schémas, etc., ça nécessite toutes sortes de compétences. Analyser les situations géologiques et géopolitiques, ça nécessite un tas de compétences. On parle beaucoup de l'agriculture en ce moment. Il faut comprendre les circuits financiers derrière. Pourquoi la bourse à New York monte quand le traité est signé en Argentine ou au Brésil? Il faut comprendre et voir toutes les implications et se dire que derrière, il y a des gens qui utilisent les meilleurs cerveaux de la planète, mais pour leur profit, pas du tout pour le profit des peuples. C'est pourquoi on a en France des géopolitiques, des analystes économiques, des gens très pointus, capables de gérer la situation. Mais ceux-là, il ne faut pas les laisser entrer sur la télévision. Ils n'y entrent jamais. Et ceux-là, ils s'expriment de temps en temps sur Internet, mais ils sont vite dégoûtés. Ils sont parfois récupérés par quelques-uns qui prétendent faire des groupes dissidents. Mais c'est pareil, tous ces gens sont dans tous ces groupes dissidents. Toujours, ils ont un meneur qui est là pour dire « moi, je ». Avec moi, c'est le peuple qui aura le pouvoir. Oui, après moi. Et ils sont tous dans ce schéma. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres gens qui sont, eux, réellement capables, mais ceux-là, ils ne montent pas des groupes, ils n'essayent pas de le faire. Ils ont déjà la structure du CNT. Pourquoi est-ce qu'ils iraient chercher autre chose? Car la seule structure légitime et légale pour permettre d'abord de mener la France, mais surtout de procéder à l'arrestation de tous les criminels et en même temps d'ouvrir la porte à un système comme la démosophie, où toute la France va être gérée par sa propre population, avec ce principe des commissions. Là, je parle des commissions principales pour la gouvernance, mais vous avez les mêmes commissions au niveau des départements, des régions, des villes, des petites villes, des villages, qui fait que par ces commissions, toute l'intelligence humaine va être réunie dans le gouvernement, automatiquement et naturellement et sans effort. Et une intelligence qui ne peut plus faire que progresser pour nous tous et pour notre bien à tous. Donc voilà, j'essaye de définir à chaque fois un peu plus les choses. Je précise que pour l'instant, les premières listes qu'on fait ou les premières descriptions qu'on fait sont complètement limitées à notre nom parce qu'on n'a pas droit à la télévision, parce qu'on ne peut pas
parler à tout l'ensemble du peuple français. Il faut aussi bien considérer qu'une partie du peuple français se satisfait très bien de cette télévision parce que ça leur repose l'esprit, parce que ça les détend, parce qu'ils n'ont pas à réfléchir, et que de toute façon, une grande partie de la population n'a pas envie d'être responsable. Elle a envie de rester passive et d'accepter le sort qui sera le sien. Et cette population-là, on ne peut pas compter dessus pour faire bouger les choses. C'est pour ça que les participations à ces commissions sont libres et que ceux qu'on a envie viennent y participer. Et qu'on doit garder ce système essentiellement. Parce que ça permet que les gens libres, volontaires, sont des gens qui s'intéressent au bien commun. Et cette vraie notion du bien commun, elle va enfin exister avec des gens qui sont intègres. Parce que le système est aussi conçu pour interdire toute forme de corruption. Alors, le système lui-même, pour le rappeler, aujourd'hui, il y a un certain nombre de noms qui ont été mis dessus, qui sont choisis par les citoyens, donc c'est vous qui les avez choisis. Ces gens ne sont pas toujours forcément informés, donc là, on est en train de le faire à parrain, de les informer qu'ils ont été choisis pour participer à cette gouvernance. Donc là, c'est dans le domaine de la santé, mais beaucoup d'autres vont s'y ajouter entre-temps. Et de toute façon, il y a déjà tellement de monde au CNT qu'on a déjà 400 personnes qui sont prêtes tout de suite à prendre les rênes de la France, déjà pour assurer sa continuité. Mais en plus de cela, on a parmi tous ces gens aussi les spécialistes dans toutes les diverses branches, dans l'économie, dans la finance, dans la santé, dans l'éducation, et ces gens qui sont déjà volontaires, qui veulent participer, qui sont prêts demain. Si demain l'armée se met à respecter la loi, donc à se mettre au service du peuple, si demain l'armée décide de cela, la police et la gendarmerie n'aura pas d'autre choix que de suivre, et ce sera l'arrestation des criminels et la mise en place du peuple à la tête de la France. Et là, le monde entier va changer. Et j'ai déjà les 400 premiers démosophes qui, eux, vont être les conseillers, ceux qui vont orienter, ceux qui, comme moi, ne veulent pas entrer dans la politique, ça ne les intéresse pas, et ne comptent pas rester là plus de 3 mois. Alors peut-être quelques-uns parmi eux auront du temps disponible ou voudront rester ou ça leur paraîtra suffisant. Mais dans l'ensemble, moi, je ne ferai pas plus de 3 mois, ça ne m'intéresse pas. Et beaucoup de gens autour de moi sont dans la même situation. On est là pour créer ce système qui lui-même va s'auto-protéger et auto-protéger la France et le peuple français. Et donc, on est complètement sûr de ne pas avoir besoin de plus de temps, de tricher d'aucune manière, ni rien. L'authentique existe encore, heureusement. Et il y a des gens authentiques qui sont prêts à se dévouer pour la France. Et je rencontre tous les jours. Certains n'ont pas la mesure, n'ont pas l'envie, ou ne se sentent pas les capacités. Mais peu importe, ce n'est pas ça qui compte. Aujourd'hui, ce qui compte est le plus important de ce premier groupe des 400 personnes. Le plus important, c'est que ce soit des gens complètement dévoués à la finalité qui est le bien commun. Que ce soit des gens vraiment incorruptibles, vraiment compétents pour ce qu'ils font et qui aient toutes les connaissances. Or, les connaissances, la plupart des gens ne les ont pas. La plupart des meneurs, les dissidents, quand je les entends parler, ils font de la publicité pour leur groupe, ils essayent de se faire mousser un peu, de prendre du poids, de prendre de l'argent. Ils cherchent un peu de notoriété, mais voilà, ils sont complètement politiciens avant l'heure, c'est tout. Mais ce sont tous des gens comme ça. Et je trouve, c'est pour ça que moi, je tiens à rester à l'écart de tout ce monde-là. Je ne veux pas y participer, je ne veux d'alliance avec personne parce que ça n'a aucun sens de parler d'alliance. Alors, il y a des groupes qui sont sincères, qui sont vrais, qui ont des idées, donc qui nous rejoignent, mais ils nous rejoignent, de même que tous ces gens qui seraient capables de monter des groupes aussi parce qu'ils ont les compétences en communication, en économie ou dans d'autres domaines. Ils ne l'ont pas fait, ils ont préféré me rejoindre. Pourquoi? Parce que j'ai ce petit truc en plus. J'ai ce truc d'avoir trouvé le principe d'une vraie, totale démocratie. Et ça, c'est le vrai terme. C'est pour ça que je l'appelle démosophie. C'est par l'intelligence. Et l'intelligence et la méritocratie,
c'est l'avenir de la France. Et ça peut être notre avenir demain si on trouve les militaires intègres. Et ça, pour l'instant, c'est ce qu'on n'a pas trouvé. Il y en avait un, ils l'ont tué. Il y en a un autre, ils lui ont foutu la peur de sa vie, il ne veut plus bouger de chez lui. Et c'est tellement rare de trouver des militaires intègres que tout le problème est là. Pour l'instant, c'est le problème majeur et heureusement, beaucoup maintenant de dissidents commencent à s'en rendre compte et les appels aux militaires se multiplient sans cesse sur les réseaux sociaux. On en voit des quantités invraisemblables où les gens appellent les militaires, mais vous appelez au secours des gens qui ne peuvent rien faire parce que le système a été conçu pour que seuls les hauts dirigeants peuvent faire et ceux-là sont leurs copains. Ceux-là sont déjà impliqués, sont déjà sous contrôle. Quelqu'un qui n'est pas sous contrôle, il n'est pas question de le laisser accéder au sommet dans n'importe quelle institution que ce soit. Ils ne veulent que des gens sous contrôle. Et donc, on a cette difficulté à trouver les vrais, des militaires intègres, assez gradés pour être capables de gérer des équipes du monde et ayant vraiment ce qu'il faut dans le pantalon pour déclencher les choses. Voilà, on attend celui-là et ce sera le bonheur en France. En attendant, on reste avec l'inflation, les prix qui explosent et les mensonges qu'on subit en permanence. Dernier mensonge parmi les plus beaux, les arnaques, les conneries qu'a fait Macron pour couper complètement la France de l'Algérie. Or, c'est l'Algérie qui fournit le gaz à tout le monde. Et maintenant qu'au Qatar, on ne va plus pouvoir livrer le gaz, ça va faire monter les prix. Comme les prix du carburant, comme par hasard, la France ne peut pas faire autrement, comme les prix de l'électricité. On produit l'électricité la moins chère du monde, la plus performante, et on arrive à foutre des panneaux solaires partout, des éoliennes partout, à dégâcher complètement nos paysages, à tout détruire. Et on offre des fortunes aux paysans pour qu'ils arrêtent de cultiver des fruits ou des légumes, pour qu'ils arrêtent d'élever des animaux. Mais ils gagnent plus d'argent aujourd'hui à abandonner leurs champs et à installer des panneaux solaires dessus. Mais dans quel monde on vit? Voilà, essayez de passer les messages à vos proches, vos amis, dites-leur, réveille-toi, regarde ce qui se passe. Et parmi eux, de temps en temps, sur une dizaine à qui vous allez parler, il y en aura un ou deux qui aura envie d'en savoir plus, qui va avancer, évoluer, et peut-être qu'un jour il nous rejoindra. Et de toute façon, déjà maintenant, on est en route pour redevenir rapidement la plus grosse dissidence de France et les plus importantes, tout simplement parce qu'on est les Français. On est les Français. Et on n'a pas besoin de titre, d'appellation, de quoi que ce soit. On est les Français. Et on veut opposer notre monde humain à ceux qui ont perdu leur humanité. Alors certains se servent de la religion pour ça, certains se servent de la science. Tout est valable. Tout est valable pourvu qu'on prenne conscience que ceux qui dirigent ont perdu leur humanité. Appelez ça leur âme, appelez ça comme vous voulez. Et oubliez tout le reste. Oubliez les couleurs de peau, oubliez les religions, oubliez tout ça, on s'en fout. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient chrétiens, pourvu qu'il aille dans le même sens, il est français avant tout. Donc il est contre les gens qui sont sans âme. Et ceux-là, ils existent dans toutes les religions. Passez un peu de temps, écoutez les musulmans entre eux, écoutez les juifs entre eux. Et ils sont tous opposés à ces dirigeants qui ont perdu leur âme depuis longtemps. Ils sont tous opposés à ces gens-là. Alors donc, il n'y a rien qui nous empêche tous de nous unir. Admettons-le, la France est composée d'émigrés. Nous sommes tous des émigrés, nous sommes tous des étrangers. Personne n'occupait la France au départ, les Celtes, encore avant les Celtes. Donc, on est tous venus dans ce pays parce qu'il est beau, parce qu'il bénéficie des mers, des montagnes, il bénéficie de tous les avantages. On a un pays excessivement riche dans le monde, que tous les peuples du monde rêveraient d'avoir un pays comme le nôtre. Bon sang, ça vaut la peine de le défendre. Et d'empêcher les crapules de continuer à vouloir diriger notre monde. Voilà, merci d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'au bout, d'écouter cette vidéo.
Je vais mettre le lien de la vidéo elle-même. Par la suite, je le mettrai dans les sous-titres et vous pourrez la revoir en entier parce qu'elle est vraiment parfaitement descriptive. Un très bon descriptif des réalités que tout le monde refuse. Alors soyons ceux qui gardons l'esprit ouvert. Et soyons pleins de bonheur grâce à ce soleil qui éclaire notre week-end. Passez un bon week-end et à vendredi prochain. À mardi pour ceux qui souhaitent participer. Donc on fait des réunions maintenant tous les mardis sur Jitsi. Donc je vous l'écris parmi les commentaires que ça vous apparaisse. Jitsi, salle Démosophie. Alors, si j'ai réussi. L'avantage, et on a choisi Jitsi pour ça, c'est que c'est un site qui ne demande pas de logiciel, pas de complications. Simplement, vous écrivez Jitsi, Meet, ça veut dire réunion, Jitsi, Meet, et vous écrivez salle Démosophie. Et vous arrivez automatiquement sur la salle où vous allez retrouver d'autres personnes et on parle entre nous et la parole est libre sous les règles de la courtoisie française. Donc, on ne se coupe pas la parole, on est respectueux envers les autres et on peut défendre toutes les idées, tous les sujets, aborder tous les sujets et essentiellement avancer sur les derniers réflexes qu'on peut avoir au niveau de la justice, puisque là, c'est le sujet qu'on est en train de préparer. Et donc, on va accorder mardi prochain encore un peu de temps sur la notion de justice, quoique l'essentiel a déjà été dit, mais si vous avez des noms, n'hésitez pas à les proposer pour qu'on puisse les ajouter. Voilà, bonne fin de soirée, bon week-end à tous.